Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on va parler du Bitcoin et on va essayer un petit peu de faire le point de manière posée, sans émotion, sans être là en fait à commencer à dire avec certitude les mecs, c'est bon, vous inquiétez pas. Plutôt les gens, il n'y a pas forcément en fait que des hommes qui me regardent. Ne vous inquiétez pas les gars, c'est juste une correction, ça va repartir. Je vais pas non plus être là en fait pour vous dire les gars, c'est la fin. En fait, techniquement, personne ne peut vous dire ça. Absolument personne. On est aujourd'hui en fait dans ce qu'on appelle une incertitude qui est extrêmement forte à la suite d'un premier mouvement en fait de baisse qui peut effectivement dérouler soit sur un piège baissier, soit sur la fin de la tendance haussière à court terme. Important de bien préciser en fait à court terme. Je rappelle quand même que le Bitcoin est haussier sur le long terme. Il est haussier en fait depuis sa création, depuis maintenant plus de 10 ans. Alors on va un petit peu essayer en fait de faire le point sur tout ça. On fera le point sur les indicateurs fondamentaux et on fera également un petit peu le point sur les marchés traditionnels et sur le marché de l'or qui est d'une manière ou d'une autre quand même relativement corrélé. Ou en tout cas, il y a des impacts aujourd'hui qui sont importants parce que maintenant, vous le savez, en fait, il y a des pros qui sont dans le marché, il y a des fonds et tout ça en fait fait qu'on a un marché qui est extrêmement impacté par tout ce qui se passe maintenant dans le monde réel, j'ai envie de dire. Alors, on commence par le Bitcoin. Donc là, en fait, je vous mets, comme toujours, on prend du recul. Ça ne sert à rien en fait de se mettre en 15 minutes pour commencer à paniquer sur des grosses bougies rouges. On prend du recul. Et déjà, on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis maintenant plusieurs mois sur le Bitcoin. Et on fait un petit peu le point, c'est important de faire le point. Déjà, il faut comprendre que le Bitcoin, il a quand même fait une hausse de plus de 1500% depuis le plus bas de mars 2020. Alors, j'aime pas forcément en fait quand les gens prennent les mèches tout en bas et commencent à dire regardez un petit peu la performance. Donc, la performance, à mon sens, qui est plus intéressante, c'est de regarder en fait depuis la cassure des 10 000 $. Et là, pour le coup, le Bitcoin a eu une performance non pas de 1500%, mais de environ 500 à 550%. Et ça, pour le coup, c'est une performance que la plupart des gens qui sont correctement rentrés sur ce marché et qui n'ont pas fait n'importe quoi en fait depuis, ont été capables de réaliser. Voilà. Donc, je vois très souvent des personnes qui regardent la performance uniquement en se basant en fait sur les mèches. Comme là, on l'a vu récemment, il y a eu un rebond et tout de suite, on a vu plein de personnes commencer à dire qu'il fallait acheter. Et ils montraient en fait des graphiques, ou plutôt des chiffres, comme le Bitcoin prenait plus 40%. Alors oui, il prend effectivement plus 40% sur du court terme, sauf qu'il vient de se prendre quand même une grosse claque. Et ça, les gens, ils oublient un petit peu en fait de le dire. On a eu ensuite, comme vous pouvez le voir, durant toute cette phase de hausse, une seule faible correction, c'était en janvier 2021, de 30% et qui a à peine duré de 2 semaines. Et honnêtement, moi, ça m'étonnait fortement que le Bitcoin, en fait, ne corrige pas plus que ça. Et j'avais même dit à plusieurs reprises, ce marché, en fait, doit corriger. Il va corriger, mais surtout, il doit corriger, en fait, pour continuer à monter comme ça. J'avais justement fait une vidéo un petit peu pour vous indiquer, attention, à mon sens, on n'est pas encore sur une fin, mais on commence à avoir des signes qui commence à être important en fait d'être pris en compte. On n'est malheureusement pas allé plus haut en fait depuis. On a plutôt bien consolidé. Ça, j'en reparlerai un petit peu après. Ensuite, des plus-values extrêmement importantes. Et ça, pour le coup, il faut bien insister en fait dessus. Il y avait trop de plus-values, trop de personnes qui gagnaient en fait beaucoup trop d'argent dans ce marché. Je vous rappelle en fait que dans la plupart des cas, il y a à peu près 70 à 80% des personnes qui sont perdants sur une longue période de temps en fait sur ce marché. Je pense que maintenant vous comprenez un petit peu le pourquoi du comment. Également une accumulation massive de la part de particuliers et de pros du marché. Et de nouveau en fait, au début, effectivement, lors du début du bull run, il y avait un optimisme extrêmement important où tout le monde était là à dire c'est bon, tout le monde va acheter en fait du Bitcoin, personne va le vendre, il va faire que monter. Bon, j'ai toujours été là un petit peu pour tempérer les choses. Là, vous le voyez aujourd'hui, non, le marché se prend des claques et il se prend même des claques qui sont encore plus importantes que les claques qu'on a pu se prendre par le passé, où là, on a carrément des vagues de correction qui vont aller jusqu'à 50%, chose qu'on n'avait pas encore vraiment eu, en tout cas pas sur le dernier cycle, notamment de 2017. Donc non, il y a des vendeurs, vous inquiétez pas, n'oubliez pas en fait que la plupart des gens sont ici pour spéculer, d'accord, et ils vont pas en fait juste holder un actif qui est en train de se retourner à court terme pour éventuellement passer sur un train de plutôt baisser sur les prochains mois. Non, ils vont vendre, prendre des profits, ça il faut bien sûr le prendre en compte. Une dominance ensuite qui était extrêmement basse. On est tombé en fait à 40%.
J'en avais parlé en fait notamment dans ma dernière lettre d'investissement, hein. Donc je vous rappelle, lettres d'investissement qui sont envoyées chaque 2 semaines avec une version gratuite et une version premium qui est payante. J'en avais justement en fait parlé et si vous voulez vous inscrire, la prochaine sera justement envoyée dès la semaine prochaine. Donc le lien vous le trouverez dans la description. J'avais indiqué en fait que moi je jouais le rebond. Donc clairement on était à peu près à 40% de baisse. J'avais complètement sorti en fait, j'étais sorti en fait de mes expositions sur les alts et je jouais le rebond. Et à ce moment-là, on était à peu près dans les 58-59 000 $. Donc on avait eu en fait la première baisse où on était venu chercher le support des 50 000. C'est à ce moment-là justement que j'ai fait ma vidéo en fait pour vous expliquer que ça y est, on commençait enfin à avoir en fait des mains faibles et qu'on n'était absolument pas en fait sur un bon niveau de vendre. À 50 000, on n'était pas sur un bon niveau, je suis désolé, je vais insister en fait dessus, on ne vend pas un support. Ensuite, le Bitcoin a rebondi, on est revenu chercher très très proche de la zone de résistance des 60 000, un tout petit peu en dessous, et là, on était sur une zone intéressante. J'en ai justement parlé dans mon Discord où j'expliquais que voilà, j'allégeais en fait considérablement mon portefeuille sur ces niveaux-là. Donc, on était quand même sur des niveaux qui étaient, j'ai envie de dire, facilement, entre guillemets, vendables, en tout cas pour ceux qui font de l'analyse technique, qui font de la gestion active, pas bien évidemment pour ceux qui font du holding de long terme. Là, pour le coup, c'est quand même pas aussi évident que ça. En tout cas, d'alléger le portefeuille, ça reste plutôt cohérent. D'alléger fortement les alts, honnêtement, c'était aussi extrêmement cohérent. Rappelez-vous également sur l'Ether, hein, je vous avais en fait donné dans la lettre ma première target sur l'Ether versus Bitcoin qu'on a touché. Bien évidemment, il faut absolument alléger. Quand on a un Ether qui monte à 3-4 000 $, j'ai envie de dire, c'est cohérent en fait de prendre des profits et pour le coup en fait d'alléger. Donc, on n'était pas forcément sur des niveaux qui prêtaient à être des tops, en tout cas de cycle, et je ne pense toujours pas en fait qu'on le soit, et ça on va pouvoir justement en parler. Par contre, oui, on était sur un possible top, on va dire à court terme, et la correction était plutôt, on va dire, voilà. Je dirais que c'était pas forcément surprenant que le Bitcoin corrige. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on ait une correction aussi importante. Moi, je tablais clairement, on va dire, dans la zone des 38-40 000 $. Ça me semblait être intéressant en fait de venir corriger dans cette zone-là. Et c'était justement ce que j'avais un petit peu expliqué dans mon Discord privé. Bon, on est allé dans la zone des 30. Pour l'instant, on est en train de rebondir. Est-ce que ce rebond va tenir ? En tout cas, l'avenir nous le dira. On n'est pas là pour deviner en fait l'avenir. Je vois trop souvent en fait les gens qui essayent de jouer à Miss Météo et qui débattent un petit peu en fait de quelle sera la météo de demain. J'ai envie de dire, quand vous avez en fait des débats pour vous dire non mais on est en bear market, regardez c'est un dead cat bounce, et de l'autre côté on va avoir des gens qui vont nous dire mais non c'est un piège baissier, c'est une simple correction. Je suis désolé les gars en fait, mais ce que vous faites, ça sert à rien. Vous êtes là en fait en train d'essayer de spéculer sur la météo qui fera demain. Mais c'est pas ça en fait l'investissement. Et c'est pas ça en fait le trading. Le trading et l'investissement, ça consiste à avoir des stratégies qui vous permettent, peu importe le scénario, d'être protégé et de profiter en fait de ce qui pourrait se passer. Si c'est un piège baissier, eh ben, il faut réallouer en fait du capital sur des niveaux importants en fait de cassure de résistance pour justement ne pas rater, on va dire, la prochaine vague de hausse. Si on part en bear market, il faut bien évidemment avoir des stops pour se faire stopper et ne pas subir toute la baisse. Voilà. Et concrètement, on s'en fout en fait de savoir si on part à la baisse, si on part à la hausse. Ça en fait, c'est une guerre d'ego en fait, j'ai envie de dire. C'est les bullish contre les bearish. Mais concrètement, moi j'ai envie de dire les gars, ne jouez pas à ce jeu. Soyez au milieu, soyez entre les deux et jouez en fait justement. Jouez. Si ça part à la baisse, jouez la baisse. Si ça repart à la hausse, jouez la hausse. Mais concrètement, en fait, on s'en fout complètement. Et je vois tout le temps des débats aujourd'hui sans fin de personnes qui veulent prédire l'avenir. De nouveau, en fait, on s'en fout complètement. En tout cas, moi, je m'en fous complètement. J'agis en conséquence. Ensuite, on a eu une accumulation donc massive, comme j'ai pu vous le dire, des indicateurs fondamentaux. On va également faire une passe dessus, qui était quand même dans une zone qui prêtait, en tout cas pas une zone rouge. Il ne faut pas non plus un petit peu dire ce que je n'ai pas dit. On n'était pas en fait dans une zone vraiment de danger, mais on commençait à s'en rapprocher. On avait beaucoup d'indicateurs qui commençaient à se rapprocher en fait de zones de surchauffe. Donc ça prêtait à minima à une correction. Une correction qui a eu du mal à venir, mais qui maintenant est venue. Et on est allé sur une correction qui peut-être et va être extrêmement forte, mais qui ne restera qu'une correction à court terme
pour après repartir sur une nouvelle vague de hausse. C'est toujours possible à l'heure actuelle. Ne vendez pas en fait la peau de l'ours avant de l'avoir tué, s'il vous plaît. Je vois en fait déjà des personnes qui commencent à crier sur tous les toits, on est en bear market. Non, vous n'en savez absolument rien. C'est possible qu'on soit en bear market, comme c'est possible qu'on soit en fait sur un gros bear trap et qu'au final on reparte sur une grosse vague haussière. Tout est possible aujourd'hui. On est en fait dans une zone d'indécision. Et c'est aussi pour ça en fait qu'il y a autant d'avis, on va dire, différents. Parce que qui dit indécision, forcément il y aura des gens qui vont être haussiers, d'autres qui vont être baissiers. Et c'est dans ces moments-là en fait où c'est extrêmement difficile pour le coup de prendre des bonnes décisions. Et c'est souvent là où il faut très souvent alléger, réduire son risque, surveiller et ensuite agir dès qu'on commence à avoir un petit peu une sortie, qu'elle soit par le haut ou par le bas. Ensuite, une dominance extrêmement basse comme j'ai pu vous le dire. Et donc, voilà, une cohérence d'alléger en fait son portefeuille au moins massivement sur les altcoins quand on commence à avoir une dominance sur le Bitcoin qui est extrêmement basse. Alors de nouveau, je commençais à voir en fait des personnes nous dire non mais le Bitcoin c'est fini, c'est bon, les alts maintenant qui elles ont une vraie utilité vont avoir une dominance qui va écraser en fait le Bitcoin. Donc le Bitcoin est voué à avoir une dominance qui ne fait que baisser. De nouveau, arrêtez de faire toujours les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a une baisse et qu'est-ce qui se passe? La dominance du Bitcoin rebond et elle a déjà rebondi plutôt et le rebond est déjà en fait passé de 40 à 45%. Donc non, je suis désolé en fait, mais la dominance ne va pas faire son temps, ne passera pas son temps à faire que baisser. Il y aura des moments où elle va rebondir, il y aura des moments où le Bitcoin va regagner en dominance et ça il faut comprendre tout ce phénomène de cycle. Donc ça c'est quand même très important. Et ensuite, on avait quand même cette forte irrationalité, cette cupidité. Moi qui commençais à m'exaspérer, il suffisait en fait de regarder un petit peu toutes les vidéos ultra bullish qui nous présentaient en fait tous les jours le prochain token qui nous ferait un x100 avec un optimisme quand même assez incroyable alors qu'on avait des valorisations déjà complètement excessives sur pas mal d'alt. On avait un Dogecoin qui est quand même la boussole du marché. Et je commençais à voir des personnes qui pensaient que le Dogecoin allait remplacer en fait le Bitcoin. Non mais sérieusement, quand on commence à voir ce type de comportement, ça apporte à la prudence. Vraiment, ça apporte à la prudence. Je vous rappelle que le Dogecoin, c'est un petit peu la boussole de l'état psychologique de la foule. Quand le Dogecoin il monte comme ça veut dire que la foule est tout sauf rationnelle. Donc, ça apporte pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre et que forcément ça veut dire qu'on est sur un top de marché. Absolument pas. Mais ça amène à la prudence, ça amène à alléger un minimum son portefeuille et ça amène également à commencer à prendre un minimum de profit. Voilà. Je dis pas forcément que c'était évident de vendre parce que c'était évident que c'était le top de marché, absolument pas. Et à ce jour, on ne sait toujours pas si on est en fait sur le top du marché, en tout cas sur la fin de ce cycle, ou si on est sur un simple top local, une petite correction, et puis après on repart. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc vraiment, ne prenez pas en fait des décisions trop rapides par rapport à ça. Malheureusement, ça pourrait vous coûter cher si jamais vous vous trompez. Donc, le résultat de tout ça en fait, on a eu une correction. Voilà, le marché avait toujours l'habitude de corriger entre 30 et 40%. Là, on a eu une correction d'à peu près 50%. Est-ce que c'est trop? Mais je ne pense pas en fait. Je ne pense pas. Pourquoi? Il faut quand même se remettre un petit peu de nouveau dans le contexte. On avait des plus-values massives. Donc, ça veut dire que la plupart des acteurs de marché sont dans un état psychologique qui fait que, à la moindre petite baisse, on commence à paniquer. Parce qu'on veut protéger en fait ses plus-values et on ne supporte pas de voir son portefeuille commencer à perdre en valeur. Donc, ça amène tout de suite à prendre rapidement des profits dès que ça commence à baisser. C'est exactement ce qu'on a vu en fait jusqu'à présent. Beaucoup même de youtubeurs commençaient à dire je vends en plein sur des points bas. Même si effectivement aujourd'hui on est plus bas en fait que ces niveaux, de nouveau on ne vend jamais en point bas. Ça c'est une règle de base. On va toujours attendre au moins des rebonds, comme ça peut être le cas du rebond de 50 à 59 000. Là on est tombé à 30, on ne vend surtout pas à 30 et on va attendre le rebond au moins dans les 40, voire les 45, 50, si on revient en fait sur ces niveaux-là. Là, c'est intéressant en fait de vendre sur des rebonds techniques. Mais ne vendez jamais quand le marché est en train de tomber. Là, en fait, ce sont les débutants qui vendent. Donc ça, c'est important en fait de bien le comprendre. Donc une correction qui était quand même attendue et qui a été, à mon avis, amplifiée par quoi? Par l'excès de plus-value, donc les biais psychologiques et l'effet de levier. De nouveau, on est en fait dans un marché qui était
tellement sous effet de levier où les gens pensent que c'est un outil miracle en fait qui va les rendre riches. Non, c'est un outil qui va surtout les ruiner. Et ça, j'ai pu le dire à de nombreuses reprises, en fait, de ne pas toucher à l'effet de levier. Même ceux qui avaient du petit levier, du 2, 3, ils ont été liquidés s'ils n'ont pas correctement géré leur risque. Parce que quand on a un actif qui perd rapidement en valeur, de l'ordre de 40-50%, il y a peu de personnes qui restent pour le coup longues sur ce marché, en fonction bien sûr des niveaux d'achat, mais la plupart des gens étaient rentrés bien haut en fait sur ce marché à l'achat, dans la zone des 40, 50, voire même 60. Donc forcément en fait ces personnes-là se font toutes rincer. Il y a eu 2 énormes liquidations, une première de quasiment 10 milliards et puis là de nouveau une deuxième de quasiment 8 milliards. Et de nouveau, ne prenez pas du gros levier maintenant. Je vois encore des personnes qui sont là en mode buy the dip. Mais sérieusement les gars, ne faites pas n'importe quoi. On est en fait dans un marché qui est extrêmement indécis. Quand vous prenez du levier maintenant, vous prenez en fait le risque de vous refaire liquider. Donc honnêtement, ne faites pas n'importe quoi. Et en fait, de nouveau, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a donné en fait des outils à des gens qui ne comprennent rien, qui utilisent en fait des outils qui vont juste les ruiner. Donc autant en 2017, on avait très peu en fait de produits dérivés. On avait BitMEX mais très peu répandu. On avait un petit peu en fait de margin sur Kraken et Bitfinex, mais c'était pas avec du gros levier, c'était je crois fois 3,3 au maximum. C'était pas très répandu, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'en servait et on avait quand même des retracements de 30 à 40%. Là aujourd'hui, on est en fait dans un marché où les gens, pour beaucoup en fait, sont vraiment là pour jouer au loto, prennent du levier à gogo, donc ça amplifie les mouvements, forcément on se tape des corrections qui sont plus importantes. Donc moi par rapport à ça en fait ça me choque pas, ça me choque vraiment pas. Et si on voit là en weekly, on est venu chercher en fait le bas des bandes de Bollinger, donc on est venu chercher en fait le bas du range au niveau des 40 000 $. On a retracé, on est aujourd'hui en fait plus ou moins au-dessus en fait de cette zone. On voit qu'on est encore en train de titiller en fait le bas du range. On peut le casser, d'accord? On peut le casser comme on peut ne pas le casser. Et je pense que pour le coup, ce week-end va être très important et il faudra surtout voir en fait comment est-ce qu'on va clôturer en weekly et comment est-ce que la semaine va commencer. Si on continue encore à la baisse et qu'on vient à casser en fait les niveaux par exemple des 35 puis des 30, là effectivement ça sent plutôt mauvais et je ne serais même pas étonné en fait qu'on puisse retomber sur des niveaux qui soient bien plus bas dans la zone des 20 000. Et là, pour le coup, je pense que ça donnerait un sacré coup qui ferait mal à beaucoup de monde. Et les alts, à mon avis, on va les retrouver extrêmement basses. Mais j'ai envie de dire, vu la hausse en fait des altcoins, voilà, faut pas non plus être trop naïf. Tout ce qui monte comme ça est amené à retomber. Et ça, je pense que vous le savez. Et les altcoins vont être encore plus impactés, je l'ai rabâché, que le Bitcoin. Donc quand le Bitcoin perd 50-60%, les alts vont perdre 70, 80, 90%. Voilà, ça il faut le comprendre et il faut ne surtout pas être dans le déni en fait de croire que ça n'arrivera pas. Et ne croyez surtout pas qu'il y aura certaines altcoins qui elles pour le coup vont mieux résister, même si certaines montrent une résilience maintenant, il y aura un rattrapage à un moment ou à un autre et elles vont se prendre des claques. D'accord? À ce jour, durant des phases de baisse, aucune altcoin n'a été capable de faire mieux que le Bitcoin. Donc ça c'est important en fait de vraiment bien le garder en tête. Absolument aucune, même les plus résilientes, comme le BNB par exemple, avaient perdu plus que le Bitcoin. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Alors, voilà, 2 scénarios à envisager. Le piège baissier, donc une grosse correction, mais tranquille. J'ai envie de dire, on va pouvoir repartir, même si ça prendra quand même un petit peu de temps, plusieurs semaines, voire quelques mois. On va quand même pas se leurrer, ça va pas repartir tout de suite en mode to the moon. Ou alors, effectivement, à la fin de la tendance haussière à court terme, effectivement, on va se reprendre encore un petit bear market de quelques mois, voire de quelques années. Ça aussi, c'est possible. Même si je pense qu'avec la baisse, si ça continue encore à baisser, il y a moyen quand même que ça puisse repartir plus vite. Parce que là, on est quand même tombé extrêmement vite. Si on casse les 30 000, qu'on reva chercher dans les 20-25 000, on aura carrément on sera carrément retombé sur le bas en fait pour le coup du marché. Et donc là, il y a moyen que ça puisse repartir également assez rapidement. Un petit peu comme ce qu'on avait eu, mais pour le coup, en 2013. Donc c'est possible, même si moi, je tends toujours à croire que, en fait, ce qui s'est passé par le passé n'a toujours pas vocation à se reproduire à l'identique. Donc de nouveau, on verra. Alors, à chaque fois qu'il y a une correction sur le Bitcoin, on retrouve toujours en fait des personnes qui vont crier sur tous les toits, c'est la fin. C'est la fin les gars, ou alors on retrouve une autre partie en fait des gens qui vont dire buy the dip.
Ben, en fait, je suis désolé. Mais ces deux types de personnes, ils ont complètement tort. Pourquoi? Parce que d'une part, en fait, ils n'ont pas tout le temps raison. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là, ils vont être amenés à avoir souvent tort et parfois, ils vont avoir raison. Et donc, il faut comprendre que si en fait, vous suivez tout bêtement ça en disant les gars, buy the dip, je suis désolé en fait, mais buy the dip, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une première fois le Bitcoin tombe, on achète. Ok, il retombe, on rachète. Il retombe, on rachète. Je suis désolé en fait, mais normalement, le capital, il est quand même pas illimité. Si vous passez votre temps à acheter dès que ça baisse, arrivé à un moment, vous n'aurez plus de capital. Et si le Bitcoin continue encore à baisser, vous faites quoi? Vous faites rien en fait. Donc ça, c'est pas une stratégie. Buy the dip, ça veut rien dire en fait, tout simplement. Alors oui, je comprends en fait que acheter un marché quand il est en train de tomber, pour ceux qui font du day trading, c'est intéressant. Parce qu'il y aura toujours en fait des rebonds, au moins des rebonds techniques. Mais attention, ceux qui veulent pour le coup se réinvestir pour du long terme, oui, vous pouvez le faire, mais attention, ne mettez pas gros, mettez des petites cartouches à chaque fois pour moyenner un petit peu à la baisse, mais au mieux, faites un DCA. Investissez en fait tous les mois. Si on part sur un train de baissier, c'est le meilleur moment pour accumuler, quand le marché est en train de baisser. Mais attention avec les fameux buy the dip, et n'y allez surtout pas trop lourd. Parce que le capital, je pense que vous le savez, il n'est pas illimité. Et c'est pareil pour ceux qui sont là déjà à nous dire, c'est la fin. C'est la fin en fait de quoi? Je comprends pas en fait ces personnes parce que le Bitcoin est aussi en fait depuis maintenant sa création et en fait bear market sur du court terme oui, mais sur du long terme en fait le Bitcoin n'a jamais été en bear market. Ça il faut quand même aussi bien le comprendre. Le bear market sur du long terme, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Ça veut dire qu'en fait on part sur un train de baissier où là on peut aller rechercher en fait des niveaux extrêmement bas sur le Bitcoin, retomber en fait sous les 10 000, sous les 1000, etc. Ça, c'est un vrai bear market. À ce jour, le Bitcoin est haussier. Et il est haussier en fait depuis sa création, comme j'ai pu vous le dire. Donc oui, on peut avoir, dans un cycle extrêmement long à la hausse, on peut avoir des cycles baissiers. Oui, c'est ça effectivement qu'on peut avoir. Mais attention, ceux qui investissent à long terme, ceux qui sont là pour 5 ans ou pour 10 ans, qui est des baisses en fait de 50, 60, 70% sur le Bitcoin, j'ai envie de dire, vous étiez quand même prévenu, non? Donc oui, il faut supporter en fait cette volatilité. Mais si vous êtes là pour le long terme, il n'y a aucune raison en fait de paniquer aujourd'hui. Au contraire, c'est une opportunité aujourd'hui en fait pour correctement se positionner. Alors après, comme toujours, au début, tout le monde vient pour du long terme et au final, tout le monde ressort au bout de 6 mois. Donc bien évidemment, en fait, ne vous faites pas rincer par ce marché. Si vous êtes là pour du long terme, soyez-le vraiment. Voilà. Ensuite, important, ne cherchez pas des informations qui confortent vos décisions. Bien évidemment, je vous vois venir, tous ceux qui ont déjà vendu, soit en panique, souvent en panique je pense, sur des niveaux de support, en tout cas extrêmement mal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer en fait de se rassurer. Ils vont essayer en fait de se rassurer en allant chercher en fait des personnes qui vont les rassurer pour leur dire tu as eu raison de vendre, on part en bear market. Ou alors, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont pas vendu en mode to the moon, qui sont là en train de se conforter en cherchant des informations qui vont aller dans leur sens pour leur dire les gars, vous inquiétez pas les gars, c'est juste une correction, c'est juste les soldes en fait sur le marché, buy the dip, ça va repartir en fait les gars. En fait, dans tous les cas, je suis désolé en fait, mais vous avez complètement tort, il faut prendre toutes les informations, il faut prendre tous les scénarios du plus mauvais au meilleur, j'ai envie de dire, et arbitrer en conséquence. Vous devez systématiquement être prêt à n'importe quel scénario. Moi, demain, le Bitcoin peut s'effondrer, c'est pas pour autant que mon capital se prend une claque. Et demain, le Bitcoin peut repartir, c'est pas pour autant que je vais rester en fait sur le carreau et que mon capital n'en profitera pas. Je m'en fiche en fait complètement de ce qui va se passer. Moi, le Bitcoin peut complètement s'effondrer, j'ai des stops, j'ai déjà en fait correctement allégé en fait mon capital, il va quasiment pas être impacté. Bien sûr en fait que le capital a bien sûr perdu de la valeur. Bien évidemment, mais par rapport à il y a un an, il est sur des niveaux qui sont bien supérieurs. Et c'est ça en fait le plus important, c'est de préserver son capital ou du moins de préserver en fait la plupart du capital parce que vous n'arriverez jamais à vendre parfaitement pile poil sur le point haut. Voilà, donc ça j'espère en tout cas maintenant que c'est bien clair. Donc, vous devez agir en conséquence. À titre d'exemple, j'ai justement partagé ça un petit peu à tous les membres de Club Invest et également dans mon Discord. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui pour se protéger? Je vais juste vous donner un exemple parce que j'ai donné vraiment
ma stratégie en fait détaillée pour le coup à tous les membres qui sont dans Club Invest. Dans l'état actuel des choses, en fait, c'est soit on casse la zone des 30 000 et on va beaucoup plus bas. Dans ce cas, il faut sortir. Il faut sortir soit sur les niveaux actuels en partie, ne jamais sortir en intégralité. Et si on casse ensuite vraiment des niveaux de support, là on sort totalement et on essaye de se repositionner beaucoup plus bas. Pourquoi pas dans la zone des 20 000, ça pourrait être intéressant. Si jamais on a un rebond technique qui revient chercher en fait par exemple la zone des 45-50, c'est en fait la précédente zone de support. Donc techniquement, si on part en bear market sur du court terme, on peut avoir un rebond, donc le fameux dead cat bounce, qui revient chercher la précédente zone de support qui va faire office de résistance, donc dans les 45-50. Et dans ce cas-là, on peut alléger en fait, dès qu'on va chercher en fait cette zone, on allège son portefeuille. Si ça repart à la baisse, boum, ciao les gars, on sort. Si au final, ça réintègre au-dessus, donc le range entre les 60 et les 50, c'est pas grave. Vous avez certes vendu une partie en fait du portefeuille en dessous. Vous pourrez vous réintégrer si jamais ça repart à la hausse avec l'autre partie que vous avez vendue, donc avec la liquidité en fait que vous avez. Il faut comprendre que il faut arbitrer. Vous devez arbitrer entre le pour et le contre. Bien sûr en fait que chacun de vos choix soit va vous faire perdre un petit peu en performance parce que vous allez vendre et éventuellement racheter un petit peu plus haut. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ça vous protège d'une baisse. Ça, il faut le comprendre. C'est ça, en fait, pour le coup, appliquer en fait des stratégies qui vont fonctionner, peu importe le contexte de marché. Si vous vendez à 45-50, que le marché se retourne, j'ai envie de dire chapeau bas. Vous aurez vendu sur des très très bons niveaux, en fait, pour le coup, avant de se prendre, à mon avis, une très très grosse baisse qui va durer possiblement relativement longtemps. Et si au final, c'était juste un piège baissier, vous aurez vendu qu'une partie, ça repart à la hausse, vous êtes encore exposé avec une partie du capital que vous allez ensuite pouvoir reallouer sur de nouveaux signaux en fait d'achat. Bien évidemment en fait que vous allez perdre à chaque fois un petit peu, mais j'ai envie de dire, il faut accepter en fait de perdre un peu pour après gagner beaucoup. C'est un petit peu ça en fait tout le principe de l'investissement. Et c'est pour ça en fait que peu importe le scénario, j'ai envie de dire, on s'en fiche complètement. Ça c'est vraiment important de bien l'avoir en tête. Alors, maintenant, si on fait rapidement un petit peu le tour des indicateurs fondamentaux, en fait, ils nous montrent qu'on est juste dans une énorme indécision. Si on regarde là le NUPL, on voit en fait qu'on est enfin revenu chercher la zone justement des 0,5. Ça veut dire qu'enfin, il y a eu de la casse. Il y a eu quand même beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de personnes qui aujourd'hui sont en plus-value. Donc, je vous rappelle que c'est les profit and loss, donc les profits, les pertes non réalisées. Donc là, soit on repart comme ça peut être le cas à de nombreuses reprises, sur une nouvelle vague de hausse. Donc on a eu une belle correction, on a bien purgé et on repart. Soit on part en bear market au moins sur du court moyen terme. Et là, on peut aller rechercher facilement la zone des 0,25. Mais vous voyez qu'on est en plein milieu. On est vraiment dans la zone d'indécision. Et c'est un peu pareil en fait pour la plupart des autres indicateurs. Si on prend le SOPR qui nous montre un petit peu justement si les vendeurs sont actuellement en train de vendre à perte ou à profit, en dessous des 1, ils sont en train de vendre à perte, on est en train de vendre effectivement à perte. Donc soit on est sur un piège baissier, donc ça veut dire que ça va rapidement s'inverser parce qu'en général dans une phase de bull market, il y a peu de personnes qui acceptent de vendre à perte, donc ça veut dire que la pression vendeuse va s'arrêter et boum, ça peut repartir. Mais si on part pour le coup sur une tendance baissière qui va durer un petit peu plus longtemps, on va rester en dessous des 1. Donc là, on l'a cassé. C'est soit on repart à la hausse, soit on va rester en fait en dessous. Donc là, pour le coup, de nouveau, c'est clairement à surveiller. Si on regarde le MVRV qui nous montre la différence entre la market cap et la market cap réelle qui, elle, est basée en fait sur le dernier prix d'achat de chaque Bitcoin, on revient dans la zone des 2. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'excès. On est quand même monté en fait dans la zone des 7, mais on n'est pas non plus allé vraiment en fait dans l'excès au-dessus en fait des 10. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est peut-être pas du tout en fait sur un top. Et donc on peut être clairement sur une simple correction. Mais de nouveau, c'est soit on repart rapidement. Bien sûr, il faut quand même que ça reparte assez rapidement. Sinon, pour le coup, ça va sentir assez mauvais. Mais vous voyez que pour l'instant, on est vraiment en fait dans une énorme phase d'indécision. Également, là, si on regarde un petit peu l'âge des bitcoins qui ont été vendus, on se rend compte qu'en fait, c'est principalement des bitcoins qui ont été achetés récemment. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui vendent sont aujourd'hui en fait des gens qui sont rentrés cette année. Ce qui n'est pas forcément déconnant. Malheureusement, toutes ces personnes ont été attirées en fait par le bitcoin qui ne faisait que monter. Ils sont tous rentrés sur des valorisations excessives. Et ça, je n'ai pas arrêté en fait de le dire. Attention, aujourd'hui, ce n'est plus un bon moment pour acheter.
le ratio risque-récompense n'est plus intéressant. Faites attention. Voilà. Là, vous voyez en fait que toutes ces personnes sont aujourd'hui en train de paniquer, de vendre, et aujourd'hui, maintenant, elles sont en train de vendre à perte. Alors, maintenant, si on termine un petit peu, sur le marché financier, il faut faire attention. On est encore sur des marchés qui commencent un petit peu à montrer des signes de faiblesse, mais ça, ils le font depuis un certain temps, et à chaque fois, on voit que ça repart à la hausse. Il faut faire attention par rapport à tout ça. Il y a pas mal de choses qui évoluent en fait pour le coup d'un point de vue économique. On va probablement sortir en fait de la crise sanitaire et là on va avoir la crise économique qui à mon avis va devenir de nouveau l'obsession des médias qui n'ont fait que parler en fait du Covid durant plus d'une année. Maintenant ils vont pouvoir parler en fait de la crise économique, de la crise sociale qu'on va avoir en fait qui va être à mon avis extrêmement dure. Les marchés pour l'instant ont commencé un petit peu à corriger, puis de suite ça repart un petit peu à la hausse. Attention, si jamais on a une inflation qui est durable, ça peut vraiment faire mal. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a une inflation, on va dire peut-être de court terme, liée à l'augmentation des matières premières et du coût du transport principalement. Voilà, si c'est juste passager, c'est pas grave. Si par contre c'est durable, là, ça peut également impacter beaucoup plus les marchés, qui, je le rappelle, sont énormément corrélés avec le Bitcoin. Je ne crois absolument pas en un Bitcoin qui monte et un S&P qui baisse. Voilà. Donc le S&P, il faut vraiment le surveiller. C'est très important. Et Dieu sait que dans les mois à venir, ça le sera encore plus. Et l'or, pour le coup, l'or, je l'avais justement partagé également dans ma lettre d'investissement. J'avais indiqué que ça devenait de nouveau intéressant de se positionner en fait sur l'or dans les 1700-1800. Pour l'instant, ça n'a pas loupé. On a eu enfin un premier rebond. De nouveau, comportement complètement pas similaire, justement différent par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin baisse, l'or monte. Donc, je sais que certains pensent que le Bitcoin, c'est l'or numérique, mais pour l'instant, en tout cas, ils ont des comportements qui sont complètement différents. Pourquoi est-ce que l'or est en train de monter? Deux raisons. On est en fait sur un trend qui est haussier. Donc, on a eu une correction, comme dans toute tendance haussière, on corrige pour après repartir. Et surtout, le risque inflationniste. Je vous rappelle que l'or, c'est vraiment l'actif phare pour se protéger, surtout d'une hyperinflation. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et ça, j'en ai parlé en fait pas mal de ma stratégie sur l'or dans ma dernière lettre d'investissement. Voilà, j'ai un petit peu accéléré parce qu'on est sur 30 minutes en fait de vidéo. En tout cas, j'espère que c'est clair. De nouveau, ne jouez pas en fait à Miss Météo, à essayer en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer. Agissez en conséquence. Ayez toujours au moins deux scénarios en tête. Un scénario plutôt pessimiste, un scénario plutôt optimiste. Et ensuite, vous arbitrez. Vous arbitrez en fonction de ce qui se passe pour ne pas être, on va dire, surpris par ce qui va se passer. Je vois encore trop de personnes aujourd'hui qui sont en mode panique quand ça baisse. Moi, j'ai envie de dire ça baisse. Oui, ça me fait chier, mais d'un autre côté, je m'en fiche parce que j'ai mon plan, mes stratégies. Je sais quand sortir du marché et quand re-rentrer. Et c'est ça, en fait, pour le coup, le principal. Détachez-vous, s'il vous plaît. Détachez-vous, en fait, de tout ce qui touche aux émotions par rapport à ce marché. Ça monte, ça baisse. Ça, il faut l'accepter. Je sais que c'est complètement l'ascenseur émotionnel en ce moment, mais ça, pour le coup, c'est la pire des choses. Allez, je vous dis bon week-end à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.